Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi une grande joie que de vous retrouver ce soir pour ce qui est notre dernier plateau de la saison 2019-2020, plateau virtuel pour la première fois après les mois de crise épidémique que nous venons de traverser tous ensemble. Et nous avons voulu, pour ce dernier plateau de la saison et surtout pour ce premier plateau après Covid, prendre le temps de donner la parole à celles et ceux qui ont été en première ligne pendant tous ces mois, toutes ces dernières semaines. Je veux parler évidemment des soignantes et des soignants dans leurs différents exercices, en maison de retraite, en hôpital, en clinique, à domicile aussi, qu'ils puissent aujourd'hui témoigner, raconter comment ils ont vécu ces mois et cette crise absolument inédite, ce péril auquel nous avons tous été confrontés brutalement à partir du mois de mars, qu'ils puissent aussi nous dire comment ils ont eu tous ensemble le courage de se battre, d'y aller, d'affronter un péril au départ inconnu et terrifiant dans ses effets, comment parfois dans l'indifférence ou dans l'incompréhension de ce qu'ils vivaient, de ce que nous vivions tous, comment ils ont tenu et comment aussi se sont vécus manifester des moments de solidarité, des moments collectifs, des moments de drame, des moments parfois particulièrement difficiles et éprouvants, mais aussi des moments de fierté d'avoir été là, d'avoir joué son rôle pour protéger des personnes malades, fragiles, attaquées par le virus, pour accompagner aussi des personnes dans leurs derniers moments, derniers instants, loin de leur famille à cause du confinement. Comment tout cela a été vécu. Et ce soir, c'est à eux, c'est à elles que nous allons donner la parole, prendre le temps de partager, d'écouter. Et c'est aussi une manière, je crois, en tout cas c'est comme ça que je le vis très personnellement, une manière de témoigner de l'infinie reconnaissance que nous avons, que j'ai personnellement, pour ces femmes, ces hommes qui ont été là pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois, et qui ont fait face à une situation particulièrement difficile. Serge, je te cède la parole. Merci beaucoup. Mes hommages aux unes et mes amitiés aux uns. Comme le disait Sophie, c'est un moment un peu singulier. On ne pouvait pas terminer l'année sans faire un plateau, et en même temps, on ne pouvait pas faire un plateau physique au sens traditionnel du terme. On rappellera, la période que l'on a passée a à la fois été un moment de profonde fragilité et de drame pour un certain nombre de personnes âgées, d'invisibilité aussi, et dans le même temps, ça a été aussi pour beaucoup la découverte du vieillissement de la population, la découverte de la seniorisation de la société, la découverte qu'il y avait des métiers, des femmes et des hommes qui œuvraient auprès des plus âgés, qui avaient les aînés en question, dont certains étaient extrêmement fragiles, certains étaient extrêmement isolés, et qui avaient aussi les aidants. Et donc, il nous apparaissait extrêmement important de donner la parole aux acteurs de ce moment très singulier, mais dont on peut se dire qu'il permet aussi de faire que la société avance, faire que la société prend mieux conscience de la seniorisation de la société, et que d'une certaine manière, hier a été annoncée la nomination d'une ministre de l'autonomie. Donc on voit bien aussi que ça a fait bouger les lignes, ça a fait bouger les lignes gouvernementales, ça a fait bouger les esprits, et tout ça est extrêmement important. Je parlais des professionnels, je parlais des aînés, je parlais des aidants. Aujourd'hui, on va se centrer sur les professionnels parce que ce sont très majoritairement des femmes, et sur les professionnels tout court. Alors, on a 3 tables rondes pour démarrer ce moment ensemble. La première, faire face à la crise, je dirais dans l'urgence, dans ce moment très particulier de non-préparation, comment les professionnels ont pu réagir, comment aussi les familles, comment aussi les personnes elles-mêmes ont pu réagir. Deuxième table ronde, ensuite, qui sera autour des initiatives et des solidarités. Il y a eu plein de choses dans ce moment-là. Il y a eu des choses merveilleuses, il y a eu des choses moins merveilleuses. Là, on va s'attacher à plein de choses merveilleuses, en sachant bien qu'on ne sera absolument pas exhaustif, parce qu'il y a eu vraiment des centaines de milliers d'initiatives. C'est ça aussi une société, c'est des micro-initiatives, des micro-solidarités qui construisent aussi une solidarité globale. Et puis la troisième table ronde, elle sera centrée sur la question du lien social. Nous avons redécouvert pour certains, ou nous avons eu confirmation pour certains,
que l'être humain est d'abord un animal social, que notre sens de la vie, c'est être aussi en lien avec les autres, et que pour certaines et pour certains, ce moment-là a été un moment aussi de forte distanciation, justement, c'est le mot qui a été beaucoup utilisé, et de fait qu'ils se sont sentis et qu'ils ont été d'une certaine manière isolés. Donc on va revenir aussi sur ces trois éléments-là. Et puis ensuite, et j'ai demandé à Aude de bien vouloir prendre ma succession, et pour évoquer aussi tous les autres éléments dont nous allons parler durant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Oui, merci Serge, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ces circonstances un peu exceptionnelles. Alors effectivement, après cette table ronde, on vous présentera la deuxième série des podcasts que nous venons de sortir dans la série La Voix des aînés, qui s'intitule cette année « Où est-ce que tu sois les soignants ?» Seront présents pour en parler avec nous Sophie Pinault, qui est réalisatrice de ces podcasts, ainsi que Olga Ferracci, qui est ancienne infirmière, aujourd'hui résidente en EHPAD, et qui viendra témoigner de son expérience et pourquoi est-ce qu'elle a voulu témoigner dans ces podcasts. Je vous rappelle aussi la possibilité que vous avez de participer à ce plateau en posant des questions aux différents intervenants via le système de chat. Et puis, avant de démarrer nos échanges, je tenais aussi à remercier les résidents, les familles, les soignants du groupe Corian, bien évidemment, mais également du groupe Docté-Gessio et Croix-Rouge, qui participent également aux tables rondes de ce soir. Merci à tous et bon débat. Merci Aude. Alors, je rappelle que on est dans un moment un peu particulier, que le timing sera extrêmement serré parce qu'on ne peut pas, pour différentes raisons, dépasser trop les timings, que les personnes qui écoutent, alors il y a, Sarah me disait, il y a à peu près 250 personnes là qui sont inscrites en ce moment, ça continue, les gens viennent, vous ne pourrez pas poser des questions directement. Il n'y a pas de micro pour cela, on n'est pas dans une salle habituelle. En revanche, à travers le chat, il y aura cette manière aussi de faire passer des messages et de faire passer des questionnements. On va donc démarrer avant la première table ronde. Vous savez, c'est un petit peu notre tradition. Il y a des images, il y a des vidéos. Et donc là, il y a une première vidéo qui va résumer en moins de 2 minutes quelques éléments concrets pour faire face à cette urgence. Allons-y pour la vidéo. Je suis arrivée le 16 mars en tant qu'infirmière en renfort pour prêter main forte en fait à l'établissement. Le cœur de mon métier veut que je sois là où il y a besoin. Et en l'occurrence, c'était ici où il y avait vraiment beaucoup de besoins. C'est la première fois où les gens partaient aussi vite. On ne savait pas ce qui se passait quoi, au début. Toute ma carrière, j'ai jamais vu ça, quoi. La difficulté, bien entendu, était liée à la soudaineté, à la brutalité de l'apparition de la crise. Chacun a laissé tomber ses précarés pour s'ouvrir dans des coopérations, des co-responsabilités, des co-partages. Voilà, le directeur a aidé à faire manger, mais l'agent technique a aidé aussi à faire des balades. Donc ça implique d'une organisation, je dirais, quasi militaire, très carrée, des missions claires, précises. Tout l'établissement est sectorisé, donc avec des unités dédiées. Là, par exemple, un affichage, donc unité dédiée sans Covid et unité dédiée Covid. Mes collègues qui sont dans les secteurs Covid, je ne les vois pas, puisqu'on a des ascenseurs spécifiques. On a 2 portes différentes pour entrer et pour sortir. On se voit de loin, c'est-à-dire les Covid avec les Covid, les non-Covid avec les non-Covid. Au niveau matériel, on n'a jamais manqué de rien. Je pense qu'on a un bon soutien, que ce soit de notre direction, des médecins qui nous entourent et qui entourent aussi les résidents. Et puis c'est surtout les collègues de travail. Ces crises révèlent des individus qui deviennent des individus extraordinaires. Des personnalités qui sont là, qui sont réactives, qui sont dans le combat, qui prennent des initiatives. Merci, on gardera ce terme de personnalité, parce que finalement, dans des moments de crise, les personnalités ressortent et elles sont pas nécessairement déterminées par des questions sociales, par des questions de vie et autres. C'est aussi la personne elle-même, et je crois que c'est extrêmement important. On a entendu aussi le terme de transversalité, finalement des gens qui ont fait d'autres métiers que celui qui était leur métier habituel.
et parfois ils ont en plus aimé faire d'autres choses. Alors, je vais demander d'abord à Annabelle Torquilla qui est avec nous. Elle, vous étiez dans une maison de retraite dans la région Est où ça a été vraiment un des endroits majeurs en termes d'épidémie, en termes de puissance du fléau. Et je dirais que vous, très concrètement, humainement, comment vous avez vécu la survenue de cette vague épidémique? Bonjour. Écoutez, en fait, comme ils l'ont très bien décrit, en fait, ça a été très très brutal. Hein. Donc, en fait, on s'est vite rendu compte de la crise que ça pouvait représenter. Alors, parce qu'on avait des patients touchés par le Covid en nombre assez important, et puis parce qu'on avait vu aussi nos voisins italiens qui avaient aussi le même problème. Hein. Donc le but a été très vite de s'organiser. Hein. C'est-à-dire moi j'ai l'impression d'avoir quand même apporté l'hôpital dans l'EHPAD pour pouvoir prendre soin au mieux des résidents qui étaient atteints de la Covid. Donc tout ça a été fait, on va dire, avec toute l'équipe, hein, bien sûr. Ça a nécessité l'engagement de chacun. Donc l'état d'esprit, il a été tout de suite de s'organiser. Mais dans le reportage avant, on l'a très bien compris. Mais c'est vrai que... Annabelle, c'est quoi le terme que vous utiliseriez, Annabelle, pour résumer votre état d'esprit au moment de la survenue du Covid? Est-ce qu'il y a un mot qui résumerait un petit peu votre état? Je dirais brutal, quoi. Ça a été brutal. Ouais. La brutalité du moment. Après, j'ai été l'état d'esprit, c'était plutôt d'être présent, disponible, avoir envie de venir travailler et d'être présent pour tous les résidents. Ouais. Et vos proches, comment ils le vivaient? Est-ce que c'était des soutiens ou au contraire aussi un peu des inquiétudes qui pouvaient rejaillir aussi sur votre état d'esprit? Les deux, en fait. Tout est très lié, en fait. Bien évidemment, ils connaissent l'investissement que je pense que tous les soignants ont pour leur métier. Donc, il n'était pas question, de toute façon, de ne pas aller travailler par peur. Donc, ils nous voyaient aussi rentrer à la maison, des fois un peu dévastés, tristes. Donc, ils étaient très présents, soutenants. C'est certain, mais au-delà de ça, on était obligé aussi de rassurer à côté, de dire qu'on allait bien, qu'on n'avait pas de température, pas de symptômes, et puis nous, la crainte de le ramener aussi à la maison. Donc tout ça est très lié finalement. Oui, est-ce que vous pouviez aussi avoir la crainte de ramener à la maison, mais aussi de le ramener dans l'établissement? Il y a un peu ces deux inquiétudes, ces deux angoisses même. Le ramener dans l'établissement, nous, il y était déjà le virus. Hein. En fait, comme vous l'avez dit, on a été un des établissements les premiers touchés. Donc, le virus était déjà là avant même qu'on en parle, comme on a pu en parler par la suite, quoi. Nous, la découverte, elle s'est faite, on avait l'impression plutôt d'apprendre qu'il y avait le Covid en France, d'apprendre aux gens qu'il y avait le Covid en France, en fait, c'était ça, quoi. Donc, de le ramener à l'EHPAD, en fait, nous, il y était déjà depuis la période d'incubation, donc on imagine pendant 15 jours, quoi. Merci beaucoup, Annabelle. On va se retrouver, hein, mais merci de ce témoignage. Je vais demander à Audrey. Pareil, Audrey, vous, c'était dans une zone qui a été moins touchée. Vous étiez dans un établissement qui a été moins touché, mais du coup, vous aviez aussi les informations au préalable qui arrivaient. Et comment, du coup, vous avez vécu ce discours, cette survenue, cette actualité, et puis aussi comment vous avez pu, du coup, vivre et faire passer les mesures de confinement? Déjà, effectivement, donc on avait cette information sur les régions qui étaient les plus touchées. On avait déjà une profonde solidarité parce qu'on s'estimait vraiment, entre guillemets, chanceux de ne pas avoir eu le patient zéro dans notre région. Et on a eu, il y a eu ce facteur chance, entre guillemets, de départ. Et ça aurait pu très bien pu être nous qui aurions été les premiers touchés. Et donc, on n'a pas minimisé les mesures à prendre. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'au sein de l'établissement, ça a été très vite compris. On n'a pas minimisé cette pandémie. Enfin, la direction là-dessus a été très très claire et très très carrée, très organisée, parce que ça aurait pu être nous. Alors nous, le Covid est rentré dans l'établissement, mais à moindre effet que ce qu'on a pu voir par ailleurs.
et on a accompagné voilà, les résidents. Et ces mesures de confinement, elles se sont durcies petit à petit. Au départ, on a eu la fermeture de l'accueil de jour, le confinement par secteur, et puis petit à petit dans les chambres, ce qui a été difficile pour les résidents, avec des troubles cognitifs notamment. Mais jamais d'incompréhension au niveau des équipes. Ça a été très fédéré, très très porté par l'ensemble de l'équipe, parce que c'était bien compris, bien expliqué. Voilà, on n'a rien minimisé. Est-ce que vous avez pu avoir suffisamment de temps pour expliciter les choses aux résidents, y compris à des personnes avec des troubles cognitifs importants, et aussi comment, très rapidement, parce que le temps est court, mais par rapport aux familles, comment vous avez pu faire passer aussi ces éléments? Les familles aussi l'ont bien compris, parce que je pense qu'il y a eu une énorme part de communication et de protection. Elles nous ont énormément remercié également de notre présence auprès des proches. Donc, c'est vrai que ça nous a pris du temps. Ça a été fait quand même dans l'urgence également, c'est-à-dire que tout s'est enchaîné très très vite. Moi, je me rappelle du jour où je suis arrivée à la maison de retraite et où la salle de restauration était vide. Et je reviens sur ce que disait Annabelle, c'est brutal. C'est-à-dire que c'est plus un lieu de vie. On n'a plus l'habitude de voir les gens là où on les voyait d'habitude. On voit que du coup tout le monde se replie un peu sur soi-même. Nous, on a été, mon collègue psychomotricien et moi-même, délégués par la direction à les mobiliser puisqu'ils étaient en chambre, et donc on a continué en fait à leur expliquer régulièrement chaque jour, même si c'était d'aller les voir 5 minutes le matin et 5 minutes le soir uniquement pour de la mobilisation, pour faire tout le tour de l'établissement. On le faisait et puis on réexpliquait, voilà, c'est comme ça pour le moment, et puis en laissant toujours présager que ça allait être limité, c'était temporaire, qu'on reverrait des jours meilleurs où on se regrouperait tous, mais que pour l'instant c'était nécessaire, il n'y avait pas le choix, quoi. Voilà, oui, on a fait un travail pédagogique, mais c'est parce que vous le dites qu'on s'en rend compte, sinon tout s'est fait dans le dans le jour au jour le jour, on s'est réadapté et on a enchaîné, hein. D'accord. Le mot adaptation est un mot qui revient, quoi. Merci beaucoup, Audrey. Alors, Madame Simonet, vous êtes une résidente et oui, vous avez été contaminée oui, et vous êtes aujourd'hui guérie. Donc, merci d'abord d'avoir accepté de parler en direct avec nous. Et j'aimerais juste avoir, racontez-nous, vous qui êtes passé par le Covid, qui avez été touché et qui en êtes sorti, racontez-nous comment, s'il vous plaît, comment vous avez vécu cela. Ça a été très dur, parce que quand on a appris qu'il y avait une épidémie comme ça a choqué beaucoup. Mais quand on m'a dit que je l'avais, alors là, j'étais tout à fait perdue. Et puis, quand j'ai dit à mon fils que j'avais donc le virus, j'ai dit, mon Dieu, je vais mourir, j'ai eu peur de mourir. Alors là, je le dis sincèrement, j'ai eu peur de mourir. Mais mon fils m'a dit, mais non, maman, mais non, t'es costaud, excusez-moi, t'es costaud, ça va aller. Et puis après, tout s'est bien passé. D'ailleurs, nous avons été très, très bien soignés. Et excusez-moi, je suis émue. Le service médical a été merveilleux pour nous. Quand on était triste, il était là pour nous secourir, pour nous remonter le moral. Nous avons été très, très bien soignés. Ils étaient toujours présents, que ce soit jour et nuit. C'était la même chose, ils ont été pour moi et puis pour les autres aussi. Et le personnel de la maison où je suis, ils ont été formidables. D'ailleurs, on les remercie parce que vraiment, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils étaient toujours près de nous, toujours. Si on était triste, ils étaient là. Si on ne mangeait pas, ils nous disaient de manger. Si on ne dormait pas, il fallait dormir. Mais enfin, ce qu'il y a dans cette maladie, c'est surtout cette fatigue que nous avions, une grande fatigue. Et cette fatigue, on avait beau dire ça va passer, mais elle ne se passait pas. On avait mal partout, vraiment, c'était affreux, vraiment affreux. Moi, je sais qu'un jour, je ne pouvais pas me lever, j'ai dit, je ne peux pas me lever, puis j'arrivais à peine de parler. Alors, ils m'ont laissé dans mon lit, ils m'ont dit, il faut quand même prendre des médicaments, parce qu'il faut quand même prendre vos médicaments. Moi, j'ai pris mes médicaments, ils m'en les ont donnés d'ailleurs, et après, je me suis endormie jusqu'à midi, et puis à midi, mon plateau était déjà prêt. Alors, ma foi, ça commençait à aller mieux. Mais on peut dire que la maison où je suis, c'est une maison merveilleuse, madame, merveilleuse. Ils ont été tous vraiment gentils. Vous savez, surtout les
les personnes qui faisaient le service médical, ça, on peut leur tirer, comme je dis toujours, leur tirer un beau chapeau parce qu'ils le méritent. Mais aussi les autres aussi, ceux qui donnaient les déjeuners, les petits déjeuners, les grands, ceux qui faisaient le ménage. C'était des personnes formidables. Sans oublier aussi la directrice, c'est une personne formidable. Vous savez, quand on se sent bien, malgré qu'on souffre, le mal est moins fort. Et puis c'était tellement gentil de leur part, c'était merveilleux. Vous savez, maintenant que ça va, et puis je viens d'apprendre que je suis donc positive, alors ma foi, je suis un petit peu soulagée, en espérant que ce virus ne reviendra pas. Hein? Alors, c'est à souhaiter, parce qu'il y en a quand même qui sont partis, on a pleuré certains, on les aimait bien. Et puis, vous voyez, j'espère que ça va continuer, que ça va un peu se calmer. Et puis... Ah, pardon. Merci beaucoup, Thérèse. Non, c'était vraiment. Et vous nous avez même. D'ailleurs, je vois que vous avez parlé de fatigue, mais là, vous avez l'air en pleine forme. Et vous nous avez permis de faire la transition. Mais oui, ça sent. Et puis, je suis sûr que vous avez retrouvé l'appétit. Et puis, votre fils doit être content parce que, voilà, quoi, il se dit, ma mère comme ça, moi aussi, je vais avoir la pêche pareil. Et puis, vous disiez, on espère que ça va pas revenir. Et j'ai envie de demander à vous trois, d'ailleurs. Est-ce que justement vous craignez une deuxième vague dont on parle, hein, et puis est-ce que ce soit en tant que résident ou en tant que professionnel, est-ce que vous vous sentez toutes les trois mieux préparées, plus prêtes à faire face? Ben oui, parce que étant donné que on est prévenu un petit peu, on ne connaissait pas ce virus. Alors nous, on a bien entendu parler de certaines choses, des maladies, de tout ça, mais celle-là, elle est terrible, hein. Terrible, hein? Eh oui. Ça fait peur quand même, très peur. Je comprends, merci. Et Annabelle et Audrey, pareil, est-ce que vous craignez une deuxième vague? Et est-ce que vous vous sentez mieux préparées, prêtes à y faire face, dans la mesure de ce qui est possible? Alors, de mon côté, je pense que ce serait complètement irresponsable de penser qu'on est à l'abri d'une deuxième vague. C'est clair. Donc, oui, il faut en avoir peur, mais il faut aussi rentrer dans une psychose. C'est-à-dire qu'il faut... on sait comment le virus se transmet. La plupart du temps, c'est par les gouttelettes. Donc, porter le masque, les distanciations sociales, le lavage des mains, etc. Et puis est-ce qu'on est mieux préparé? J'ose espérer, parce que maintenant, on a des tests. Moi, j'ai connu la période où il n'y avait pas de tests, où encore les complications, on ne les connaissait pas vraiment. On en connaît quand même davantage aujourd'hui, et je pense que ça pourra servir si en effet il y a une deuxième vague. Merci à vous. Et Audrey, même question très rapidement. Je partage l'avis d'Annabelle, évidemment, du coup, sur le fait que ce sera plus de l'inconnu, on est prêt à se remobiliser. Après, moi, personnellement, voilà, je me sentirai encore l'énergie. Après, je sais que, voilà, on se questionne sur la maison de retraite, sur la capacité à ce que tous on réaffronte quelque chose comme ça, parce que ça a été très coûteux pour les gens, pour les résidents. C'est vrai que, notamment, le moment où les gens étaient confinés en chambre, ça a été très, très douloureux pour eux. Et ça, il faudrait se poser cette question-là. Est-ce qu'on repart sur un confinement total en chambre, c'est-à-dire que vous avez une dizaine de mètres carrés pour vous? C'était quand même des difficiles. Ou est-ce qu'on resterait que sur les secteurs? Mais après, disons que toutes ces questions-là, elles se sont déjà posées, et voilà, il faudra peut-être se les reposer dans l'idée d'une deuxième vague. Malheureusement, ça peut peut-être être nous les plus touchés pour le coup la prochaine fois. Il faut pas minimiser tout ça. Mais oui, on est largement plus près, notamment au niveau de l'hygiène. On a tous été du coup très formés par les infirmiers hygiénistes qui sont venus de l'hôpital, donc on en ressort avec d'autres compétences. Ça, c'est immuable. Mais voilà, en termes d'énergie, et puis pour les résidents, dans leur qualité de vie, il y aura des questions à se poser pour l'avenir. Merci beaucoup. Et le mot qualité de vie, c'est un mot extrêmement important. C'est peut-être le mot qui devrait tout résumer de nos actions, de nos enjeux. Alors Aude, je crois que nous avons une question. Oui, tout à fait. Nous avons reçu une question de Monsieur Goguet-Meunier, qui est président de Vélovia, qui demande aux participants quel finalement enseignement principal vous retiendrez de cette crise. Alors Audrey ou Annabelle?
Pour ma part, je dirais que seul on est peu de choses. Vraiment, ça fait un peu cliché, mais très sincèrement, c'est mon ressenti. Seul on est peu de choses et à tous, on peut arriver vraiment à de belles choses, quoi. Voilà, à tous avec un but commun. Voilà, on peut s'en sortir face à une crise qui est pourtant très importante. Pour ma part, et je parle en nom de mes collègues, je suis jamais venue travailler à contre-cœur. Au contraire, je reviens à ce que disait Annabelle aussi. On était à la bonne place au bon moment, même si ça a pu être difficile pour les proches qui nous voyaient partir en disant mais regarde les autres ils sont restés à la maison, voilà, ben nous on y est allé. Je veux dire, on retire pas forcément de reconnaissance de quoi que ce soit, mais voilà, d'avoir été à la bonne place. Merci beaucoup. Est-ce que Annabelle, pareil? Bah, je pense que l'enseignement, je pense qu'on aurait peut-être été meilleur si on avait pu prévenir davantage, de regarder un petit peu ce qui se passait à côté, etc. Mais ça nous dépasse un petit peu. Mais je pense que nos voisins de Mulhouse, Strasbourg, etc. étaient touchés. Et, nous, on est voisins. Et je me dis comment on a pu passer à côté, quoi. Comment on en est arrivé là, quoi. Oui, ce moment tragique, d'abord pour plein de personnes, ça a été la redécouverte que l'histoire est tragique, hein, et donc s'interroger aussi sur les hasards de la vie, pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas là, le sens de la vie, hein, tous ces éléments-là ont été extrêmement abordés par vous, mais aussi, je dirais, par chacun d'entre nous, y compris dans le confinement, en se demandant le sens de ma vie, le sens de mon métier. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens comme vous s'interrogeaient pas sur le sens de leur métier. Ils savaient très bien pourquoi ils étaient là, quoi, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, ça donne aussi une force supplémentaire. Merci vraiment à vous trois. Merci de ces témoignages. Vraiment, c'était ça que l'on voulait dans ce moment-là. C'est aussi faire passer tout simplement les vies. Comment ça a été vécu, comment ça s'est arrivé, comment on a vécu tout cela. Alors, on va passer à deuxième table ronde, pardon. Et là encore, on repart sur une petite vidéo d'1 minute 30 à peu près autour de ces notions d'initiative et de solidarité. 36,5. 36,5. Vous êtes parfait. Parfait. Mais je suis un homme parfait. Changez rien. Non. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. En tant que kinésithérapeute, une des premières choses que j'ai proposées à l'établissement, ça a été de mettre en place un outil pour mesurer la quantité d'activité physique de chaque résident. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et peut-être finalement quelque chose qu'on aurait intérêt à garder par la suite. Et puis après, j'ai créé des petites vidéos de gymnastique adaptées pour permettre aux résidents qui le souhaitaient d'avoir aussi dans leur chambre des séances de gymnastique adaptées. On a renforcé tout ce qui était de l'ordre occupationnel ou du plaisir du quotidien, et ça en fonction des goûts de chaque résident. Si c'était au niveau alimentaire, un dessert, une saveur. Les petites attentions particulières, c'est pour nos résidents, c'est justement pour leur faire plaisir, pour leur montrer qu'on est là pour eux, qu'on pense toujours à eux, même malgré qu'ils ne descendent pas. Bravo aux dames qui nous montrent les plateaux, hein. Elles sont vraiment super bien. Elles nous montrent même le café, je trouve que c'est gentil. On les a tellement chouchoutés aussi, hein. On a toujours été là et on sera toujours là malgré tout ça. Voilà, alors peut-être on demandera, on proposera aussi que Dricia et Aude puissent suivre ces petits cours d'activité physique, parce que je crois que c'est bon vraiment pour tout le monde. Alors là, on a trois nouveaux intervenants. Et je vais demander d'abord à Jean-Louis Martreux qui dirige un établissement du côté de Montceau-les-Mines. Ça a été ce moment a été aussi un moment pour développer d'autres approches de management. On parle souvent d'implication des personnes, d'implication des salariés. On l'a entendu dans la première table ronde. Comment vous, très concrètement, vous avez mis en place cela dans un moment extrêmement singulier? Moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, ça n'a pas changé ma vie. Parce que, bon, j'étais bien ici. J'étais bien ici. Je ne peux pas dire que je suis mal. J'étais bien ici parce qu'il y a le patron, le responsable qui vient d'arriver. Alors là, j'ai le prêt-poète, hein, parce qu'il est sévère. Hein. Oh là là, oh là là. C'est pas vrai. Oh non. Non, je vais vous dire une chose. Le confinement, c'est comme si ça n'avait pas existé. Parce que
j'ai jamais mis le masque, vous voyez, jamais mis le masque, parce que c'est la première fois que je le mets aujourd'hui, parce qu'il fallait faire voir qu'on était masqué. Ah ben si, je suis là. Non mais je vais vous dire une chose. Ici, tout se passe bien. Il y a des grésillements. Alors visiblement, on a eu un petit sujet et j'ai pas tout à fait reconnu Jean-Louis Martreux. On va lui demander peut-être de revenir à l'image et peut-être s'il peut répondre. Donc justement, comment de l'établissement où il était, comment il a pu mettre en place, je dirais, un management, une manière aussi de mobiliser ses équipes, de créer cette cohésion absolument nécessaire dans cette période. Alors, bon, c'est compliqué côté technique. Est-ce qu'on peut entendre Jean-Louis Martreux ou pas? Bon, visiblement, il y a une difficulté. Alors, on a entendu un résident qui témoignait d'une... D'accord. Donc, pour l'instant, je vais demander à Serge Le Sueur, l'animateur en maison de retraite à Marseille, s'il est présent. Et si vous pouviez nous dire, Serge, pour une fois que je peux dire à quelqu'un Serge, vous êtes l'animateur, comment vous êtes organisé? Comment ça s'est passé pour vous? Au début, ça a été très difficile. Au début, c'est vrai que par rapport on ne s'attendait pas à un tel, voilà. Et là, je vais vous parler du rôle de l'animateur vite fait, parce que je sais qu'on a très peu de temps. Alors, parce que il faut être animateur. Moi, je suis investi à 100%. J'adore mon métier, j'adore Corian, j'adore tout ce que je fais. On s'éclate. On est un peu comme une famille ici. Et c'est vrai que le rôle d'animateur, il a changé pendant le confinement parce que on était plus dans un lien social et un lien avec les familles, à essayer de ressouder tout ça plutôt que de faire que d'animation, animation. Parce que les résidents aussi, ils savaient pas ce qui arrivait. Il y avait voilà, on était tous un peu dans le flou avec tout ça, et c'est vrai que petit à petit, donc moi je suis de passerelle entre les EHPAD et les familles, avec beaucoup de vidéos, et beaucoup de chants. Donc, la musicothérapie qui a beaucoup marché. On a fait beaucoup de musique à l'extérieur. On a même créé un chariot derrière moi avec l'agent technique, exprès pour les familles et pour tous les résidents, pour les soignants, pour redonner justement la patate dans ces périodes difficiles, parce que c'était un petit peu difficile quand même. Voilà. Nous, ça a été ça la priorité. Hein. Ça a été beaucoup d'appels pour rassurer les familles et pour les écouter, et beaucoup de musique, parce que c'est vrai que on s'est bien lâché là-dessus, c'était trop bien. Après, il y a eu les week-ends aussi. On a amélioré les goûters des week-ends avec des petits smoothies, avec des crêpes parties, avec des cookies, des brochettes de fruits. On a essayé de casser le quotidien parce que justement, ils avaient plus de repères et c'était assez dur quand même. Et là, le déconfinement s'est très bien passé. Et là, on reprend petit à petit, tout en sectorisant tout ça et en respectant les mesures de sécurité. On a repris des activités en bas et ça fait du bien. Franchement, se retrouver avec tout le monde et pouvoir rechanter, pouvoir refaire des activités, des karaokés, des baccalauréats, ça fait du bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez un très chouette prénom et j'aime beaucoup votre chevelure. Je trouve qu'il y a comme ça des gens qui ont un sens de l'animation plus fort que d'autres. Hein. Oui. C'est intéressant. Oui. Et il faut la petite touche d'humour aussi, voilà. Parce qu'il fallait justement casser un peu l'image médicale. Oui, je crois. J'en profite pour dire que quand on pense aux soins, là on a vu tout à l'heure un chef par exemple qui racontait aussi le plaisir de la nourriture. Quand on pense aux soins, on pense généralement santé, sérieux, tout ça existe bien sûr, mais l'accompagnement, le soin, c'est aussi l'animation, c'est aussi les psychologues, c'est aussi les chefs et ainsi de suite. Et ça vous l'avez dit très bien. Et c'est aussi l'agent technique, hein, quand vous disiez vous avez construit le chariot avec l'agent technique, c'est aussi tout ça qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment important de rappeler ça. Et puis comme vous l'avez dit. Aussi sur ce côté un peu d'humour, un petit peu de plaisir, un peu de musique. Et puisqu'on parle de musique, Serge, on va lancer le clip de la chanson de Patrick Bruel qui a été un petit peu refait. Alors place à la musique.
On a envie de chanter avec vous, même quand on chante très très mal. Et j'étais allé il y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'est très proche voir un concert de Patrick Bruel. Et c'est vrai que cette implication-là, elle est belle aussi. Je crois d'ailleurs que Patrick Bruel a fait un tweet ou quelque chose pour saluer cette démarche. On avait essayé à ce que Patrick puisse être avec nous ce soir, mais c'était quand même un petit peu compliqué. Mais je crois que c'est beau aussi cette manière de voir les choses. Alors, il me semble que du coup, on arrive. Alors je ne sais pas si on a retrouvé Jean-Louis Martreux. Si, je suis là. Super. Je suis. Alors, tout le monde. C'est bien. Tous les gens ne sont pas nécessairement à l'aise avec les nouvelles technologies, Jean-Louis, voilà. Mais merci en tout cas d'avoir fait un effort. Et peut-être ce que j'avais essayé de vous poser comme question tout à l'heure, c'était sur cette question de, je le dis souvent et je vous ai eu en cours, hein, je dis souvent que finalement ce qui compte le plus, c'est, comme dit mon ami Joël Jaouen, c'est la personne qui est derrière le comptoir. Et c'est-à-dire, c'est comment, en fin de compte, on anime une équipe, comment on manage. Et finalement, c'est ça souvent la grande différence entre, par établissement. J'aimerais qu'en quelques minutes, très rapidement, vous nous racontiez un petit peu comment vous avez organisé les choses. Alors, le confinement et l'arrivée du Covid, c'est vrai que ça a été une révolution, mais je n'ai pas grandement changé quoi que ce soit. C'était quand même le management qui était déjà mis en avant. La seule différence, c'est qu'on a augmenté les degrés. En clair, j'appelle ça le management du manager confiance. En clair, c'est avoir confiance en soi, bien entendu, ce qui nous permet de rester debout et de croire, mais aussi potentialiser la confiance que les collaborateurs ont en eux et en vous. Et confiance aussi, et là c'est complètement en phase avec le Covid, c'est que quand on n'a pas de repères, on n'a pas de méthode, on n'a pas de littérature, on n'a pas d'aide, parce que c'était nouveau et que nos instances faisaient comme elles pouvaient. Hein. Je vous rappelle quand même que en février, les masques ne servaient à rien. Et ben c'est de travailler essai-erreur, et c'est de toute façon la meilleure méthode. Donc essai-erreur, confiance en la méthode, et à partir de là, juste être omniprésent, avoir les bons objectifs, d'accord, c'est la protection des résidents, la protection des collaborateurs, la gestion du matériel, etc., et être omniprésent par rapport à ça. Dire ce qui va être fait et pourquoi. N'avoir de cesse que de trouver des solutions. Voilà, toujours trouver des solutions et avoir foi en la capacité collective à trouver ces fameuses solutions. Donc voilà. En tout cas, j'aime à penser que si nous n'avons pas eu de Covid chez nous, que les collaborateurs n'ont pas quitté le navire et que les familles nous ont suivis, c'est grâce à cela. C'est grâce à cela. Oui, il a fallu aussi justement, avec les familles, expliquer aussi les choses. Vous avez confiné, vous, très tôt. C'est aussi garder ce dialogue, garder ce lien avec les familles. Ben, disons que là, encore une fois, avoir confiance au côté raisonnable. Quand vous posiez la question, quand une famille, parce qu'il y avait un ministre qui avait annoncé que ça y est, c'était l'ouverture, etc., quand vous leur posiez la question, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, de elle-même disait non, c'est pas raisonnable. Et effectivement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, comment voulez-vous qu'on le fasse, etc., etc. Ce qui a fait que on a pu faire les visites bien plus tôt avant qu'on nous le dise, mais dans les meilleures conditions. Et là, on continue effectivement à gérer avec les familles dans les meilleures conditions. Et de toute façon, on est tous centrés sur le même objectif, c'est la protection du résident. Parce que là, aujourd'hui, dans l'établissement, le meilleur endroit, le plus protégé et le plus sain, c'est l'établissement. C'est nous, personnes extérieures, soignants et intervenants, qui pouvons ramener le Covid. Là, aujourd'hui, au niveau de l'établissement, il est parfait. Donc effectivement, l'appui des familles était important. Il était important là aussi de leur montrer qu'on leur faisait confiance, qu'on faisait confiance à leur discernement. Et à partir de là, ça a fonctionné a priori. D'accord. Merci beaucoup. Je garderai aussi le terme de confiance. On est dans un pays, dans une société qui est marquée par la défiance, et sans doute que faire confiance est sans doute la meilleure manière de déconstruire cette défiance. Alors, je voudrais demander, on vous a entendu tout à l'heure, Monsieur Trivier, mais un petit peu que vous reveniez à la fois sur votre vécu en tant que résident confiné dans votre chambre, et puis aussi peut-être sur le passage, le moment, l'élan de solidarité qui vous a le plus marqué dans cette période. On vous écoute. Je vais vous faire voir une photo. Est-ce que vous la voyez?
Pas très bien. Il faudrait la remonter un peu. Ah, ça progresse. Si vous pouvez la remonter encore un peu. Oui, voilà. Super. D'accord. Ah oui. Alors, vous voyez, voilà mon état d'esprit. D'accord. Hein, parce que moi, je suis un bout en train. Et ici, nous avions une jeune femme qui était l'animatrice. Je l'ai titillée au maximum. Mais elle ne s'est jamais fâchée parce que, bon, c'était fait gentiment. Hein. Et je peux vous dire une chose, que le confinement, pour moi, je ne me rappelle même pas parce qu'il n'y a pas eu de différence. On est rentré ici. Bon, j'en ai voulu à mon fils parce qu'au début, je pensais qu'il voulait se débarrasser de moi. Et puis, j'ai compris qu'il avait adopté la bonne solution parce que quand j'étais malade pendant un moment, il venait passer me voir tous les matins pour voir si son père allait bien. Alors, j'ai dit, lui, il a beaucoup de travail, il faut que j'allège. Donc, je me suis vite rebecté, et puis après, je me suis mis à blaguer. Et puis, ici, c'est la blague continuelle. Alors, je peux vous dire, on mange bien, parce que le directeur est à côté de moi, alors je suis obligé de dire le meilleur de... Oui, il est à côté de moi, et puis après, il va me taper dessus, il va me dire, vous n'avez pas ce que vous avez dit. Non, non, non. Ici, tout le monde s'entend bien. Vous avez vu ma photo, c'est vraiment pour vous dire, vous voyez, il vient de me la donner, je ne l'avais jamais vu. Alors, il y a une bonne ambiance, et puis, on a l'animatrice, qui est une femme splendide, gentille et tout ça. Et je l'ai titillé au départ, mais maintenant, j'arrête parce que j'ai plus rien à lui dire. Mais ici, on est bien, on est bien. Vous avez parlé du confinement. Pour moi, je n'ai rien vu passer parce que ça n'a rien changé avec nos habitudes. Parce qu'on était bien, on mangeait bien, et puis on rigolait ensemble. Et je vais vous dire une chose, quand tout le monde rigole, eh ben, la partie est déjà gagnée. C'est clair, dans la vie, c'est souvent comme ça. Et je pense que vous devez être aussi le monsieur là, en bleu, là, qui est en bas. Il a toujours le sourire aux lèvres. Et, bah oui. Vous feriez une très bonne équipe avec le sueur. Voilà. Alors, on va retenir Monsieur Trivier, rire et se nourrir. Et puis sans doute qu'il faudra faire équipe à un moment ou à un autre entre vous et Serge Le Sueur. Je pense que vous pourriez créer un duo pour avoir peut-être un duo musical. Voilà, il y aura quelque chose à faire entre Roubaix et Marseille. On a bien compris ça. Merci à vous. Il fait ça, mais moi aussi je fais ça. Mais tant mieux, c'est bien ça. Merci à vous deux. Et merci à vous trois avec Jean-Louis Martreux. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on a une troisième table ronde. Je veux rappeler aussi qu'il y a un site, le soinaacœur.fr, on peut trouver comme ça plein d'images, plein d'exemples de ces solidarités, et que Aude me dit que il n'y a pas de questions, mais sur le chat il y a des dizaines et des dizaines de soutiens, de témoignages. Disons que en allant un petit peu dans ce sens-là et en disant combien justement ce qu'ont dit Serge Le Sueur, Monsieur Trivier, Jean-Louis Martreux donne aussi envie, et qu'il y a ce côté aussi de regarder la vie du bon côté, et encore une fois sourire et se nourrir. Hein, on voit bien que ça résume quand même déjà une belle partie de la vie. Alors vraiment merci à vous trois, et on va attaquer ensuite sur la troisième table ronde, et qui sera pareil sur la question du lien social. On a vu déjà dans les deux premières combien cette notion de lien social était là, combien le lien avec les familles était là, combien entre les équipes c'était important, et on va y revenir. Mais d'abord, on va passer pendant 1 minute 30 sur un petit film. Le plus gros de mon travail pour les résidents, ça a été le lien aux familles, qui était primordial pour eux. C'est ce qui les a fait tenir pour la plupart, d'avoir une sorte d'affordance. Le plus gros de mon travail pour les résidents, ça a été le lien aux familles, qui était primordial pour eux. C'est ce qui les a fait tenir pour la plupart, d'avoir une sorte d'affordance un petit peu avec le monde extérieur, avec leurs proches. Bonjour papa. Ça va?
Marion, demain ou après-demain, elle va te montrer un film qu'ont fait les enfants. J'avais peur d'un phénomène de glissement. J'avais peur que cet isolement l'emporte plus vite que le Covid, si le Covid parvenait à entrer dans la maison de retraite. On a commencé à organiser ce genre de visite, où à mon avis, on ne court aucun risque, puisqu'on est quand même à plusieurs mètres, on est dehors, on a un masque. Et je pense que rien que ça déjà, c'est énorme pour moi, c'était énorme. On pourra bientôt se revoir, maman, t'inquiète pas. Le visio, ça nous aide surtout sur ça. On voit comment elle est, on voit comment elle se tient, comment elle se comporte, et elle voit ses arrière-petits-enfants. Et je pense que ça l'aide aussi de temps en temps à prendre conscience que le monde est là autour d'elle. C'est leur famille, leur sang, leur chair. Il y a un côté rassurant de se voir, il y a un côté rassurant de s'entendre, il y a un côté rassurant de voir un sourire, de simplement avoir des nouvelles et s'entendre dire que ça va. De l'autre côté, la famille est contente de voir la disposition de la chambre, de voir que la chambre est propre. Voilà encore des témoignages, voilà encore de la vie, voilà encore comment aussi on s'adapte. L'exemple où je viens voir mon père, on est à distance, on essaie de trouver le bon équilibre entre la sécurité, mais aussi le lien. Et essayer de voir comment chacun aussi peut être écouté en fonction de ses propres attentes. Alors, on va avoir trois intervenants cette fois-ci. Je vais demander d'abord à Christelle Fessotte, qui est psychologue en maison de retraite à Sarcelles, d'intervenir sur comment elle a maintenu le lien social avec les familles et les résidents. Alors nous, c'est vrai qu'au départ, on a arrêté les visites des familles, on a arrêté les descentes en salle de restaurant pour les résidents, on a arrêté les animations, donc ça a été très très compliqué et très brutal pour les résidents et les familles. Donc ce qu'on a pu mettre en place directement, c'est les Skype. Alors au départ, ça a été compliqué pour les résidents de comprendre que leur famille était dans la tablette, qu'est-ce que c'était que cette tablette, à quoi ça servait. Au fur et à mesure, ils ont pu aussi appréhender un peu le matériel et en redemander du coup. Et c'est vrai qu'on a pu faire ces sessions Skype plusieurs fois par semaine, donc ça a été très très porteur pour eux. On a pu envoyer des mails avec des photos aux familles toutes les semaines. On a appelé les familles très très souvent, de manière quasi journalière pour certaines, tellement elles étaient anxieuses. Et puis au fur et à mesure du temps, on a pu remettre en place des visites de manière cadrée, avec les distanciations, etc. Et effectivement, ça a permis de lever certaines angoisses de nos résidents. Est-ce que vous-même, Christelle, vous êtes par métier, vous êtes psychologue, donc vous savez prendre de la distance, mais est-ce que vous-même, vous aviez des angoisses? C'est compliqué, vous venez travailler, il y a le Covid qui est présent partout au sein de la structure, donc oui, on a des angoisses, mais après, effectivement, on est là pour les résidents, on est là pour les familles, on est là aussi pour les salariés, et on se doit d'être là, avec nos angoisses, mais on doit les laisser derrière. D'accord. On vient toute seule, mais quand même avec les angoisses. Et après, il faut savoir trouver la bonne distance. Exactement. Je présume que c'est aussi important de savoir qu'on en a et d'arriver à les maîtriser. Je ne fais pas une consultation psy, mais voilà. C'est notre métier en même temps. Donc, effectivement, on sait qu'elles sont là et on travaille avec. D'accord. Et merci beaucoup, Christelle. Alors, je vais demander à Alain Chaplat. Alors, Alain Chaplat, vous êtes le fils d'un résident dans une résidence qui est dans cette magnifique ville de Bure-sur-Yvette. Et vous, un petit peu, comment vous avez vécu, et en particulier la séparation avec votre parent, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à vivre, pour vous, et puis je présume aussi pour le reste de la famille, où souvent vous étiez un petit peu l'intercesseur entre les deux. Bien, je vous remercie. Bien que compréhensible, le confinement total a été très difficile à supporter. Pas nécessairement pour mes filles et moi, plutôt pour ma mère, qui est très âgée, qui a 100 ans, et qui n'a pas du tout compris qu'on la confine totalement dans sa chambre et qu'elle n'ait plus le droit de sortir. Derrière cela, elle ne répondait plus au téléphone, n'ayant plus assez de force physique à un moment donné pour se faire. Et les seules nouvelles que nous avons eues sont celles de quelques infirmières, pas trop débordées par leur travail,
qui a été le cas, d'avoir énormément de travail, et qui, de temps en temps, nous ont donné des nouvelles. Vers le milieu du confinement, on a essayé avec une des animatrices de pouvoir converser avec ma mère par WhatsApp. Ceci dit, ma mère ne me reconnaissait pas à travers les écrans, et on a été obligé d'abandonner cette possibilité de contact, contrairement à ce qu'on a vu dans le reportage qui a précédé cette table ronde. Et compte tenu de la géographie de la maison de retraite, il n'était pas possible non plus d'aller dans le jardin et de pouvoir parler du jardin à la fenêtre. Donc, le confinement, ça a été très très dur à supporter, parce que je n'ai pas vu, pratiquement pas eu de contact avec ma mère pendant toute cette période. Malgré les efforts de la maison de retraite. Oui, je comprends. Oui. Après, voilà, il y a les technologies, mais c'est pas toujours la panacée. Puis tout le monde n'est pas à l'aise de la même manière avec. Et puis il y a les angoisses des uns des autres. Comment le reste de votre famille intervenait? Est-ce qu'il vous appelait en étant inquiet? Enfin, comment ça se passait entre vous et les petits enfants, par exemple, ou d'autres? Alors vous anticipez la suite de la table ronde. Je tenais régulièrement, je tenais mes filles au courant des nouvelles que me donnait la maison de retraite, et puis les quelques essais qu'on a fait par WhatsApp, je les ai tenus au courant, mais derrière, oui, on était inquiets, vous le comprendrez par la suite. Bon, simplement, on a géré comme on a pu, en comprenant et avec beaucoup de patience. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Rosette Catala, qui est une résidente en maison de retraite à Nissan-les-Anserunes, qui est dans l'Hérault, un petit peu comment vous, je dirais, madame, comment vous avez vécu tout cela et comment vous avez gardé le lien avec vos proches, et d'une certaine manière, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Allez, le plus difficile pour moi, c'est de rester toujours dans ma chambre. Mais je disais que je voulais sortir, mais on me disait non, pas encore. Et je voulais voir ma copine. On m'a dit qu'il y avait Yvette Tournier. Alors quand on m'a dit ça, je veux la voir. Alors on m'a dit non, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est malade. Mais vous lui direz que je lui envoie beaucoup de baisers, et il paraît qu'elle ne mange pas. Ouais. Alors, je vais l'encourager. J'aide Madame Catala du coup pour l'élaboration. En fait, son amie, qui est son amie sur la maison de retraite, en fait, ne mangeait plus, se laissait vraiment glisser. Oui. Et Madame Catala a eu l'idée de faire en fait une vidéo, de lui parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, alors tu sais, il ne faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu reprennes goût à la vie, parce que tu as encore du beau temps, et il faudrait que tu reprennes, que tu manges. Voilà. Et je voudrais te voir. Et Madame Tournier, l'autre personne, du coup, a regardé cette vidéo un petit peu en boucle, et nous, soignants, avons vu vraiment, en fait, l'impact sur cette dame qui s'est mise à remanger et qui a vu, en fait, d'autres jours se profiler, et qui a repris du poil de la bête, et qui, à ce jour, est pas très loin d'un rétablissement. À retrouver un manger. Exactement. Ah bah, grâce à vous alors, Rosette. Très bien. Grâce à vous, Rosette. Grâce à vous. Elle a repris courage. Exactement. Oui. Oh, je suis contente parce que je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Quand on m'a dit il va te tourner, je voudrais la voir de suite. Et on m'a dit non, elle est très malade. Avec nous, vous aurez un petit goût de sud ce soir. Et vous allez bientôt la revoir du coup, la Yvette? Ah oui. Vous allez bien. Vous l'avez vue, Yvette? Oui, on la voit tous les jours, bien sûr. Oui, vous la voyez tous les jours. Oui, depuis qu'on est déconfiné, ça y est. Elle mange, elle a le goût à la vie. Oui, c'est vrai. D'accord. Et vous aussi, Rosette, visiblement, vous avez goût à la vie. Est-ce que vous avez goût à la vie, vous, Rosette? La vie est belle pour moi. Je la mange à cœur. Elle est belle. J'ai eu des malheurs, mais malgré tout, j'ai goût à la vie et je vais vivre encore des années. J'ai 88 ans. Hein. Ah oui, écoutez, quand je vois la qualité de votre peau, je me dis, mais vous avez un teint de jeune fille. Au revoir. Ouais. Merci. Vous savez, on parle de la Rosette
pour la Légion d'honneur, vous pourriez donner la rosette de la solidarité amicale. La rosette de la solidarité. Légion d'honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, à vous trois, comment, de chaque point de vue, comment très vite ça s'est organisé le déconfinement pour vous? Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez vécu? Plus mal. Quand on a déconfiné, quand on est sorti des chambres. Ah oui, alors j'ai vécu parce que j'étais heureuse de reprendre goût à la vie, parce que vraiment j'étais un peu angoissée. D'accord. D'accord. Alors, quand on vous regarde comme ça, on sent pas l'angoisse. Ok. Et Alain Chaplat, comment vous avez vécu ce moment de déconfinement, ce démarrage du déconfinement? Oui, j'ai deux choses à dire à ce propos. Le confinement, je l'ai trouvé très lent pour différentes raisons qui sont d'organisation et de légales. L'accord de l'ARS, l'accord de la maison mère pour refaciliter les visites, le fait d'être toujours obligé de prendre rendez-vous et d'avoir des horaires fixes, ce que je comprends, mais ne facilite pas les choses. Donc ça, c'est plutôt difficile à vivre. En plus, revoir ma mère, ce qui n'est pas le problème, mais avec la blouse, la charlotte, le masque, qui faisait qu'elle ne me reconnaissait pas vraiment, n'a pas été non plus très évident. Par contre, je tiens à dire une chose. Ma mère a eu 100 ans pendant le déconfinement et la maison de retraite nous a permis, mes deux filles et moi, de venir le samedi après-midi avec une petite fête organisée uniquement pour ma mère sur la terrasse où nous étions tous les quatre, où vraiment le personnel, l'ensemble du personnel a fait énormément d'efforts et ça a été une journée assez extraordinaire où j'ai vu, ça faisait plus de 100 jours que j'avais pas vu ma mère. Et donc, je l'ai vu revivre, chanter, ce qui lui était pas arrivé depuis des mois et des mois. Même, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Et réellement, ça a été, je dirais, dans le déconfinement, un énorme éclat de soleil. C'est joli comme tout, merci. Les 100 ans, 100 jours et le déconfinement, c'est très beau. Et Christelle, vous, de votre regard de psychologue, comment s'est passé ce déconfinement? Alors, pour moi, c'est très paradoxal parce que effectivement, ça a pu être vécu comme une délivrance par certains, mais par d'autres, ça a eu un caractère très très anxiogène. Imaginons des résidents qui restent plusieurs semaines, plusieurs mois dans leur petite chambre, sans sortir, en mangeant dans la chambre, regardant la télé dans la chambre, en voyant que le soignant, le psychologue ou l'animateur passer. Au moment où on vous dit vous pouvez sortir voir votre famille à l'extérieur, il y en a qui ont été très très angoissés par ça. Donc il a fallu faire tout un travail sur le retour à la normalité entre guillemets, voilà, et y aller petit à petit. D'accord, c'est comme tout, les choses ne sont pas vécues de la même manière selon les personnes. Exactement. Alors même si la situation est la même. C'est important aussi de le rappeler, qu'on peut être une personne âgée, un aîné en établissement, mais on ne ressemble pas à un autre aîné dans le même établissement, de la même manière d'ailleurs qu'un salarié ne ressemble pas nécessairement à un autre salarié et que nos éléments psychologiques de personnalité jouent aussi. Alors Aude, je crois qu'on a des questions. Aude ? Oui, excusez-moi. Oui, effectivement, on a une question alors pour vous, Madame Poissotte, une question de Catherine Buchot qui demande si les jeunes soignants, notamment effectivement ceux qui ont en début de carrière, ou les stagiaires aussi qui ont été, les apprentis qui ont pu être présents dans les établissements pendant cette période, ont pu bénéficier d'un accompagnement plus rapproché pour les rassurer, les aider à gagner en confiance et à gérer cette situation inédite. Alors c'est vrai que sur notre établissement, on a beaucoup de jeunes soignants, de jeunes diplômés. Donc moi, je suis sur l'établissement à temps plein, donc c'est vrai que je suis là aussi pour écouter tous les salariés qui en ont besoin. On a fait beaucoup de réunions, j'ai vu les gens beaucoup en face à face, en tête à tête, et je pense que ça a pu les aider. On a tous eu besoin d'aide à ce moment-là, et je pense que la cohésion d'équipe et le fait de tous être dans le même bateau, entre guillemets, au même moment, a aidé chacun de nous. Merci beaucoup. Merci. Alors,
on voit bien avec ces 3 témoignages aussi la force de la vie qu'il y a derrière. C'est-à-dire quand on écoutait Rosette, on voyait aussi ce goût de la vie, cette manière, mais aussi on a parlé de solidarité, de lien social. On a bien vu qu'il y a aussi du lien social, des solidarités entre les personnes, entre les professionnels, mais aussi entre les résidents. Je crois qu'il faut aussi garder cela en mémoire, de cette importance finalement de l'humanité qui ne reste pas à la porte de l'établissement, mais qui se produit dans l'établissement lui-même. Je dis tout cela et je pense que m'écoute le professeur Gilles Berru, qui est peut-être notre plus grand gériatre aujourd'hui en France. Et j'aimerais, lui qui est du côté de la Loire-Atlantique, si en quelques mots, s'il voulait bien, non pas conclure, mais en tout cas réagir à ce qu'il a entendu. D'accord. Alors, est-ce que le professeur Berru est avec nous? Oui. Gilles Berru est je le disais, le voilà. Donc Gilles, je disais en quelques mots que vous êtes peut-être aujourd'hui le plus grand gériatre en France, et je crois qu'il était important que vous réagissiez à tout ce qui a été dit, simplement de manière, qu'est-ce que ça vous donne comme commentaire, qu'est-ce que ça vous donne comme avis, à la fois sur comment les personnes l'ont vécu, et vous, qu'est-ce que vous en retirez comme, non pas comme conclusion, mais comme élément de réflexion? Ma principale réflexion là-dessus, ça a été de se poser la question si cette épidémie virale ne va pas être suivie d'une pandémie, c'est-à-dire généralisée, de fragilité. En effet, l'inquiétude qui était liée à la situation, le sentiment d'isolement qui favorise les pensées en boucle, les difficultés d'accès aux soins aussi pour certains, le contexte aussi de ne pas pouvoir voir ses proches, nous a renvoyé finalement à nous-mêmes, et d'une manière, j'ai envie de dire, ontologique, essentielle. Et peut-être que finalement, le confinement nous a montré notre fragilité essentielle, qui n'est pas simplement la fragilité au sens d'une augmentation d'un niveau de risque, comme on l'entend habituellement en gériatrie, mais d'une fragilité essentielle qui est dans notre nature même, où finalement on a besoin des autres. On a besoin des autres au sens général et au sens particulier. Et même si parfois les autres sont casse-pieds, en fait, c'est un élément essentiel de notre sentiment de vivre. Et que le confinement nous a mis dans une situation particulière de ce côté-là, à tel point, c'est que le déconfinement est devenu difficile parce que finalement, on s'était mis dans une situation de résistance à une fragilité qui nous a paru finalement être même dans notre nature, ce qui pouvait être inquiétant. Voilà. Merci beaucoup Gilles. Très souvent nous échangeons, je sais votre fréquentation des écrits de saint Thomas d'Aquin par exemple, nous échangeons autour de Camus, autour de Lévinas, et vous et moi finalement quand je vous entendais, ça me rappelait aussi cette formule que vous et moi avons tendance à contester, vous savez celle de Sartre, l'enfer c'est les autres, et ce que vous nous avez dit, c'est l'enfer, c'est quand il n'y a pas les autres justement. Oui, tout à fait. Et en fait, se faire embêter par les autres, c'est vraiment un signe que l'on est vivant. Et d'ailleurs, si on change de registre et qu'on est dans les sciences cognitives, il est démontré que la meilleure stimulation cognitive qui maintient les fonctions intellectuelles, c'est d'être en relation avec les autres. La relation avec quelqu'un auquel on tient d'ailleurs est un des meilleurs stimulants cognitifs. C'est un peu l'essence qui fait fonctionner notre cerveau, le moteur du cerveau. Et nous avons vraiment besoin des autres. Et être embêté par les autres, avoir quelquefois des difficultés à aller vers les autres, eh bien, c'est véritablement une énergie vitale qui est essentielle. Finalement, d'une certaine façon, Gilles, l'autre devrait être remboursé par la sécurité sociale. Très souvent en consultation,
quand je reçois un patient ayant une maladie d'Alzheimer avec son aidant, je me tourne vers l'aidant en disant « Écoutez, je pense que vous êtes son meilleur médicament. C'est pour ça qu'il faut que vous vous sauvegardiez et que vous vous protégiez. » Et ça fait souvent rire. Je profite de ce que vous dites, Gilles, pour rappeler combien, les aidants sont absolument essentiels à notre système de soins. Et que les aidants ne doivent pas être sacrifiés et que trop souvent on les oublie. Et comme vous le disiez, parfois dans une rencontre médicale, on va penser que à la maladie technique de la personne qui est aidée et on peut oublier la maladie humaine de celle, c'est souvent une femme, ou de celui qui aide l'autre. Et je crois que c'est aussi important de le rappeler, y compris dans cette période avec la pandémie, où le rôle des aidants, qui ont parfois été, alors non pas dans la maison de retraite, mais à domicile, qui se sont parfois retrouvés totalement isolés, rajoutant encore, je dirais, de la difficulté à la difficulté, de la tragédie à la tragédie. Il y a eu une véritable difficulté pour les aidants qui étaient des enfants uniques d'un parent restant et qui se sont retrouvés dans une très grande détresse. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de soutien psychologique par téléphone avec des personnes dans cette situation-là. C'est une situation dont on parle peu, mais pour un enfant unique d'une personne âgée, ne plus la voir, c'est quelque part ne plus avoir la feuille de route pour vivre, même si on s'en défend. Et ça a été vraiment très, très difficile. Merci beaucoup Gilles. Alors on ne peut pas les voir là, mais Dricia me faisait savoir que sur Twitter, sur Facebook, il y a énormément de commentaires, je dirais même poétiques, beaux, sur toute l'humanité qui a été donnée depuis plus d'une heure, parce que finalement ce que nous avons mis en avant, avec aussi les paradoxes, avec aussi les difficultés, avec aussi les manques, c'est quand même tout simplement le ressort de l'humanité, et que ces moments de fragilité sont aussi des moments justement où on se rappelle la modestie de notre humanité, et rien que pour ça, ces moments comme celui que nous sommes en train de vivre sont importants, et que chacun est aussi l'humain de l'autre. Camus disait le « nous sommes », et voilà, nous sommes ensemble. De certaine façon, nous avons besoin les uns et des autres. C'est aussi cette notion d'entraide, qui est aussi un mot formidable utilisé par des philosophes. Je pense complètement sur un autre domaine, quelqu'un comme Kropotkin qui parlait de cette notion de l'entraide. Et on l'a vu, tous les exemples qui ont été donnés, ceux de Gilles, ceux de nos différents intervenants, ça a été beaucoup sur cette notion-là. Quand Rosette parlait de son lien avec Yvette, soutenu par le personnel, qu'est-ce que c'était d'autre que cette notion de lien et d'entraide? Et je crois que ce moment que nous avons passé ensemble, il est vraiment centré sur ces questions-là. Merci encore Gilles. Et nous sommes dans l'entraide, nous sommes dans l'humanité. On va passer aussi, je vais demander à Aude d'intervenir sur cette question de voix des aînés. Ce moment aussi extrêmement beau, extrêmement original par la parole, de rappeler aussi que les femmes et les hommes, les femmes en particulier sur ce travail qui a été fait, que l'on voit âgées, dont on se dit, dont on parle de leur fragilité, ont été aussi avant des femmes incroyables qui vivaient, qui agissaient, qui ont été jeunes, puis adultes, puis ainsi de suite, jusqu'à leur vieillesse. Et donc c'est aussi tout ce qui a été fait, ce travail avec la saison 2 des podcasts. Et je vais demander à Aude de prendre le relais pour nous expliciter un petit peu quelle est cette saison 2, puis peut-être d'interviewer des acteurs. Oui, merci beaucoup Gilles. Effectivement, tu as évoqué la saison 1 des podcasts La Voix des aînés, qui s'intitulait « Il était une fois les femmes » et qui rendait effectivement hommage à toutes ces femmes qui ont acquis tant de droits depuis les années 40-50 et qui ont mené tant de combats. Et cette année, nous avons décidé dans la saison 2 de rendre hommage aux soignants. Donc c'est à travers, vous allez découvrir d'anciens soignants, une dizaine de personnes, des hommes et des femmes qui sont âgés aujourd'hui de 76 à 96 ans et qui vivent en maison de retraite et qui vous livrent avec beaucoup d'émotion, avec leur cœur, voilà, comment est-ce qu'ils sont entrés en vocation et comment est-ce qu'ils ont vécu cette évolution de la médecine, du prendre soin depuis 50 voire 60 ans. Alors avant d'écouter effectivement et d'interviewer Sophie Pio, qui est la réalisatrice de ces podcasts, et Olga Ferracci, qui est l'une de ces anciennes soignantes aujourd'hui résidentes,
que je remercie d'être présente, je vous propose d'écouter le teaser de cette saison 2. Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois les soignants. J'ai débuté ma carrière en sanatorium. Malheureusement, je me suis plainte de ma fatigue, personne n'y a cru et j'ai fait un accident tuberculeux. J'ai eu un pneumothorax pendant 5 ans. À l'heure où les soignants sont en première ligne, où chacun souhaite leur témoigner de la solidarité, j'ai eu envie de remonter le temps. Juste avant le confinement, je me suis rendue en maison de retraite pour rencontrer d'anciens soignants qui ont tant à nous transmettre. D'abord, on était en blouse, plus un tablier, plus un chapeau. Il n'y avait pas de gants. Avec eux, nous parlerons métier, transmission, vocation. J'ai préparé l'école d'infirmière et puis ça m'a plu tout de suite. La façon dont on vivait pour les autres un peu. Il était une fois les soignants, une série de 8 épisodes en 2 volets. Un premier où ils évoqueront ce que veut dire être soignant et un deuxième sur les conditions d'exercice qui ont bien évolué. Il sera diffusé sur quoi? Sur Internet. À la demande d'un clic. Voilà. Et à la portée de tous. Exactement. Retrouvez La Voix des aînés sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement. Et c'est beau de terminer sur des rires, là aussi, hein, sur cette humanité qui passe par le rire. Alors là, on va pas sortir Bergson, mais n'empêche que le propre de l'homme, c'est aussi d'être capable de rire, y compris de rire de lui-même. Alors, Sophie Pilot, peut-être que en quelques mots, hein, vous êtes avec nous. Je voudrais bien que vous nous disiez, en résumé, quel est le regard de ces personnes sur l'évolution de leur métier. Elles le voient, elles l'ont pratiqué. Aujourd'hui, d'une certaine manière, elles sont dans l'autre sens, puisqu'elles bénéficient de professionnels du soin. Donc, comment elles ont vu évoluer ce métier? Alors moi, je suis ravie que Madame Ferracci soit avec nous parce qu'elle en a vraiment très très bien parlé, parce qu'en fait, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une génération qui a vécu des progrès médicaux absolument extraordinaires, qui a vu arriver les premiers médicaments, les premiers examens, et vraiment, ça a été important, la disparition aussi des salles communes, mais paradoxalement, il y a eu une perte d'humanité. Et on n'a pas pu, comme les gens se sont spécialisés, la globalité du patient en a été un peu perdue. Donc c'était vraiment, moi, ce paradoxe que j'ai trouvé assez passionnant. Et que c'était vraiment une génération, ça a été comme les femmes, quoi. Ce qu'elles ont vécu entre après-guerre et aujourd'hui, c'est une révolution. Et elles sont les derniers à pouvoir nous le raconter, à nous dire attention, c'était hier. Et je crois que l'épidémie qu'on vient de vivre, et vous le disiez très, très bien, Serge Guérin, elle nous rappelle ce besoin d'humanité que nous avons et qu'il ne faudrait peut-être pas oublier. Merci beaucoup Sophie. Besoin d'humanité et vision un peu globale et faire attention à pas mettre la technique devant. Alors je vais demander à Olga Ferracci du coup qui était avec nous, qui a participé à ces enregistrements. Et merci d'abord Madame Ferracci d'être avec nous. Merci d'avoir bien voulu témoigner. Je voudrais vous poser finalement 2 questions. La première c'est pourquoi vous avez accepté de témoigner, cette difficulté aussi de se retrouver face à la technique. On va d'abord parler de ça, et puis ensuite, quel message, vous qui avez été à la fois une soignante et qui aujourd'hui vous êtes accompagnée, quel message vous avez envie de faire passer à vos collègues de maintenant, aux soignants d'aujourd'hui? Bien, je les remercie de faire leur travail, bien sûr, je le comprends, mais je leur demande d'être très courageuses. Que puis-je dire? Mais je reste encore soignante dans mon esprit. Je vois tout de suite la souffrance des malades et je le comprends. Et je suis en mauvaise position, si vous voulez. Je suis la résidente, mais je reste la soignante. Voilà.
C'est-à-dire que je suis obligée de dire, par exemple, à certaines personnes qui ne comprennent pas, leur dire, mais ce que monsieur a dit, cette dame a été une dame comme vous, elle mérite quand même que vous la regardiez normalement et que vous la respectiez. Alors, je suis quand même de temps en temps en souffrance. Encore. Pas si malade. D'accord, vous avez gardé soignante un jour, soignante toujours. C'est très difficile, non? C'est lorsqu'on a fait pendant toute sa carrière, qu'on a regardé les personnes, qu'on a aimé les malades, c'est impossible d'oublier. C'est joli, Madame Ferracci, ce terme d'aimer. Peut-être que c'est ça aussi l'enjeu. Alors, il faut garder de la distance, bien sûr, mais on ne peut soigner d'une certaine manière que, même en gardant la distance, mais en aimant. Est-ce que c'est ça, entre guillemets, le secret? La garde, mais dans mon esprit, je suis quand même, je vis les deux côtés. C'est ça. D'accord. Et s'il y avait un mot que vous voudriez, si vous étiez par exemple dans une école d'infirmières aujourd'hui, si vous faisiez le discours d'introduction, quelle phrase ou quel mot vous utiliseriez? On m'a dit que la première chose, la chose d'une infirmière, c'est de savoir regarder la personne et sourire. D'accord. Vous voyez, encore une fois, le sourire, le rire, le nourrir sont importants et regarder la personne. Et que vous voyez une personne isolée, seule, et que vous avez un regard, un peu, je ne veux pas dire le sourire important, mais un regard, je ne sais pas, là je suis bloquée un petit peu, je ne sais pas vous faire comprendre. Non, on vous comprend très bien, Madame Ferracci, et on comprend très bien cette notion de regard. Vous savez que des grands philosophes nous ont dit combien l'être humain, je repense d'ailleurs à Lévinas qui disait un être humain, c'est d'abord son regard justement. Vous pouvez être complètement bloqué, mais il y a ce regard qui nous dit quelque chose. C'est ça que vous êtes en train de nous dire aussi. Voilà, moi le regard pour moi c'est très important. Je vois si la personne souffre, si la personne... Mais je crois que c'est mon grand âge qui a apporté tout ça, toute mon expérience de l'être humain, toute la connaissance de toutes les couches de l'humanité. Nous comprenons très bien et c'est très très beau. Et, gardons ce regard, gardons ces yeux ouverts sur l'humanité et sur l'autre. Et c'est un peu la leçon que vous nous donnez. Et c'est formidable parce qu'à travers ces podcasts, où on ne voit pas les personnes, finalement, avec la voix et avec vos intonations et avec ce que vous nous dites les unes et les autres, c'est justement cette notion de regard qui arrive à passer par la voix. C'est aussi toute la magie du savoir-faire aussi de Sophie Pilote autour de ces podcasts. Vraiment encore merci Madame Ferracci, merci de tous ces témoignages. Et puis, on vous retrouvera à travers les podcasts, à travers cette voix des aînés. Je le remontre à nouveau sur le site Fondation Corian. On peut les retrouver. Et puis maintenant, on approche de la fin. Et je voudrais demander à Aude Letty de bien vouloir reprendre la parole, à la fois pour nous parler d'une autre publication. Je la montre aussi. En se préparant sur un nouveau livre blanc qui va être présenté, et puis on parlera aussi des prochains événements, des prochains rendez-vous. Aude, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Serge. Alors effectivement, très prochainement, nous allons sortir notre deuxième livre blanc qui s'intitule « Oui, les aînés sont utiles » et qui fait suite au précédent baromètre que nous avons réalisé il y a 2 ans maintenant avec Ipsos sur le rôle social et l'utilité des aînés. Et suite à ce baromètre, nous avons sillonné la France à travers de nombreuses matinales où nous avons recueilli des témoignages, là encore, de soignants, de résidents, de familles et de professionnels. Et nous avons voulu à travers ce livre blanc,
faire justement un plaidoyer sur l'utilité et le rôle social des aînés à travers petite thématique que vous voyez là à l'écran. Ce livre blanc sera très rapidement disponible à la fois en téléchargement sur le site internet de la Fondation, je pense la semaine prochaine, et également en version papier, et on espère pouvoir vous le distribuer lors de nos prochains événements, effectivement, qui vont redémarrer, on l'espère, en présentiel à partir de septembre prochain, avec un prochain plateau qui aura lieu le 10 septembre et qui s'intitule « Ces territoires qui nous habitent, ces vieux qui nous habitent », où l'on dévoilera les résultats de notre baromètre 2020 sur les territoires de longévité. Donc rendez-vous le 10 septembre au One Point, on reprend nos bonnes habitudes. Et puis nous allons également reprendre notre cycle de matinale. Plusieurs dates sont déjà prévues, donc autour des territoires de longévité toujours, à Tours le 15 octobre, à Nice le 17 novembre et au Havre le 3 décembre. Voilà, donc au plaisir de tous vous retrouver pour de vrai à la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude. Alors Dricia me faisait passer un des commentaires Twitter et on n'a pas résisté à l'envie de vous le lire. Un des plus beaux et sensibles plateaux de la Fondation Corian. C'est Nathalie Yves qui nous dit cela. Elle rajoute waouh, waouh, dit-elle, un succès. Voilà, et je trouve que c'est bien aussi que dans ce moment-là, on ait aussi plaisir à se retrouver, même si c'était de manière virtuelle. Et peut-être que Sophie, avant de donner la parole pour conclure, je crois que un des éléments qui aura fait que cet épisode, j'espère que ce ne sera qu'un épisode du Covid, aura eu une utilité, et j'espère qu'au moins il y aura eu cette utilité, c'est de nous rappeler à tous notre humanité, que nous sommes d'abord des êtres de chair et de sang, que nous sommes des êtres avec une âme, et que ça a aussi ça, qu'on a aussi une fragilité, et que tout ça peut-être le Covid a permis à certains d'en reprendre conscience, et peut-être que ça nous permettra d'être un peu plus dans l'attention des uns et des autres, et tout simplement dans cette notion d'humanité agissante et solidaire. Mais très chère Sophie, à toi de conclure. Merci beaucoup Serge. Et d'abord pour remercier très chaleureusement tous les intervenants de ce soir. Je sais que pour certaines, prendre la parole, témoigner avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité, beaucoup de sincérité aussi, c'est une démarche qui est engageante, pas toujours forcément facile. Je crois que, comme l'a dit le professeur Beru, vous avez chacune avec vos mots dit à quel point cette crise qu'on vient de traverser nous a ramené à l'essentiel, face à un péril mortel, face à l'inconnu. C'est agi, en tout cas dans les établissements, dans les maisons, d'être tous ensemble, de revenir aux fondamentaux de son métier pour les soignants, pour les accompagnants, et puis de faire confiance aussi. J'ai beaucoup aimé les témoignages des résidents, ceux qui ont été malades, ceux qui ont traversé avec force la période. Je crois que tout ce que vous nous avez dit les uns les autres, c'est que d'abord c'était la sidération devant un danger totalement inconnu. Ensuite, ça a été faire face, trouver des solutions, s'adapter, s'engager, être super solidaire. Et c'est vrai que une chose est sûre, dans les différents établissements, dans les différentes structures, on a été ensemble à lutter, avec évidemment le confinement dans les chambres qui était insupportable, avec l'éloignement de famille qui était très difficile, mais avec d'autres modes de communication qui ont pu s'installer. Et au total, je crois qu'on peut se dire que les uns les autres, tous les professionnels des métiers du soin, du grand âge, on a fait face, pas si mal, plutôt très bien en réalité, à ce qui était un péril encore complètement inconnu il y a de cela moins de 5 mois, et qui nous est tombé dessus comme une vague. Alors moi je retiens de ces témoignages à la fois beaucoup d'émotions, à nouveau comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de reconnaissance pour tout ce qui a pu être fait et beaucoup d'espoir, paradoxalement, parce que je pense qu'on le sait tous, le virus il n'a pas disparu, il continue de circuler, mais en même temps, et ça a été dit par chacun avec ses mots, on sait aussi maintenant comment y faire face, on sait aussi qu'avec des gestes simples, on peut s'en prémunir et on saura, je pense, mieux
se protéger contre lui dans les semaines qui viennent. Et du coup, ben, ça peut nous ramener aussi à des choses plus intéressantes et plus importantes d'une certaine manière, qui est le plaisir d'être ensemble, de goûter les liens et les échanges à l'intérieur des maisons comme avec les familles, et puis aussi finalement de se dire que ce qui se joue dans des lieux de soins, et ben c'est avant tout la vie qui continue, la vie tous ensemble, et c'est pour ça que je trouve aussi la saison 3 maintenant des podcasts aussi un formidable espoir et une formidable contribution, et on reviendra je pense sur toutes ces thématiques à travers notre plateau de la rentrée du mois de septembre. Plateau, je l'espère, physique et pas virtuel, mais on ne sait pas, autour de cette réflexion de plusieurs mois qu'on a conduit à la Fondation, avec votre soutien à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, avec évidemment une très forte implication du Conseil scientifique sur l'utilité des aînés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi aujourd'hui se sentir utile? Ça passe évidemment d'abord par la joie de se sentir utile à quelqu'un, donc la joie du lien et des échanges, et ça nous ramène à ce qu'on a entendu ce soir. Merci beaucoup, et pour autant que ce soit possible, je vous souhaite à toutes et tous un très très bel été. Merci. Alors, c'est la fin. Bonnes vacances à toutes et tous. On se retrouve le 10 septembre. Et entre-temps, gardez le cœur ouvert et les yeux étincelants. Salut!